Dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, 1940 est une année dramatique. Au début de cette année-là, le monde attendait de voir ce qu'Adolf Hitler allait faire. Il s'apprêtait en réalité à submerger les Pays-Bas et la France, utilisant sa tactique de guerre éclair pour étendre l'empire nazi. Il était trop tard pour que les Alliés puissent l'arrêter. Ensuite, Hitler se retourna contre l'Angleterre. Durant l'été et l'automne 40, l'île combattit pour sa survie. Tous les regards étaient rivés sur le ciel de l'Angleterre. La bataille y fit rage jusqu'à ce qu'Hitler soit forcé de reconnaître sa défaite. Londres allait alors subir les foudres de sa colère. Nuit après nuit, durant le Blitz, les Londoniens furent à la merci de la Luftwaffe de Hermann Göring. Mais la combativité de la Grande-Bretagne, sous l'impulsion de son Premier ministre Winston Churchill, ne faiblit jamais. L'hiver approchant, les Britanniques n'avaient pas seulement à protéger leur sol, mais devaient aussi combattre en Afrique du Nord. Les troupes de Benito Mussolini avançaient vers l'Égypte, mais elles se retrouvèrent soudainement dans l'obligation de livrer bataille. Tous les pays du monde devaient choisir leur camp. Ce qui avait commencé comme une guerre européenne montrait tous les signes d'une évolution vers un conflit mondial. Lorsque le Japon joignit ses forces à celles de l'Allemagne, les Américains commencèrent à soutenir activement les Britanniques et à préparer la défense de leur pays. Conjointement, le pacte inattendu entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, signé au début de la guerre, se trouvait menacé. Avant même la fin de l'année 40, Hitler prépara une offensive qui allait stupéfier le monde. Au début du mois d'octobre 1940, les frontières des nations européennes ont radicalement changé. Avant même le début de la guerre, la Tchécoslovaquie avait cessé d'exister, une grande partie de son territoire ayant été dépecée par l'Allemagne. Les puissances occidentales, pour être cohérentes avec leur politique d'apaisement, n'intervenant pas, il devenait difficile d'ignorer la menace que l'Allemagne nazie représentait. Lorsqu'Adolf Hitler envahit la Pologne le 1er septembre 1939, en 2 jours, la Grande-Bretagne et la France furent entraînées dans une guerre qui allait durer 6 longues années. En mai et juin 40, dans une étonnante attaque éclair imprévisible, au cours de laquelle le célèbre général allemand Erwin Rommel allait jouer un rôle décisif, les divisions de Panzer d'Hitler déferlèrent sur la France et foncèrent vers la Manche, détruisant tout sur leur passage. L'armée française et les troupes expéditionnaires britanniques combattirent en Belgique et dans le nord de la France, se retrouvant finalement encerclés sur les plages du Pas-de-Calais. Mais les Panzers stoppèrent leur avancée, permettant ainsi l'évacuation in fine de près de 340 000 soldats alliés le 4 juin 1940. Le miracle de Dunkerque offrit un moment de répit à ceux qui combattaient le Troisième Reich. Mais lorsque les Allemands défilèrent dans Paris, il n'y avait plus vraiment de raison de se réjouir. Le 22 juin, en forêt de Compiègne, la France signa un armistice avec l'Allemagne, dans le wagon même où les Allemands s'étaient rendus sans condition à la fin de la Première Guerre mondiale.
l'Empire britannique se retrouvait alors seul à combattre les forces de l'Axe. Pendant qu'Hitler entamait les préparatifs à l'invasion des îles britanniques, les courageux pilotes de la RAF combattaient jour et nuit pour défendre leur pays contre la Luftwaffe. Instruite du comportement des troupes hitlériennes dans le reste de l'Europe, la population se préparait au pire. Mais les mots de Winston Churchill « Nous ne nous rendrons jamais » résonnèrent dans tout le pays. Les Britanniques allaient se battre durant tout l'été 1940. À la mi-septembre, Adolf Hitler réalisa que le débarquement en Angleterre, nom de code Seelöwe, devait être ajourné. L'Allemagne avait perdu cette bataille. Pendant que les Allemands continuent à bombarder les villes anglaises, Hitler est préoccupé par l'application de son programme idéologique et racial, tel qu'il figurait déjà dans son livre Mein Kampf, véritable manifeste du Parti national-socialiste, publié en 1922. Dans Mein Kampf, Hitler ne faisait aucun mystère de sa haine des Juifs et des communistes. Il préconisait déjà leur extermination pure et simple. Vers le début du mois d'octobre, la volonté d'Hitler de mettre en application ses objectifs se dessinait clairement. En Pologne, le pays comptait la plus importante population juive d'Europe. L'horreur de ces plans devint évidente. Avant de procéder à des déportations massives vers les camps de concentration, les Juifs furent entassés dans des ghettos. Le 3 octobre 1940, les Juifs de Varsovie reçurent l'ordre de déménager dans ce qui devint alors le plus important ghetto de toute la Pologne. Il compta jusqu'à 380 000 habitants, soit 30% de toute la population de la ville, rassemblée dans environ 3% de la surface de celle-ci. Le 15 novembre, le ghetto fut coupé du reste de la ville. La population entassée là dut faire face aux maladies et à la famine. Les survivants du ghetto eurent à affronter un sort encore pire. Ils furent tous déportés vers les camps de la mort. L'image générale de l'Holocauste est qu'Hitler tenta de n'éradiquer que les Juifs, mais bien d'autres groupes ethniques furent aussi visés. Les nazis avaient décidé lors d'une conférence à Berlin de débarrasser l'Allemagne de 30 000 gitans et de les envoyer en Pologne occupée. Ils furent ensuite déportés dans les camps de la mort tels Auschwitz, où ils furent isolés des autres prisonniers. Heinrich Himmler, le chef de la Gestapo, était responsable des déportations et des exécutions. Et on estime à 500 000 le nombre de gitans tués pendant la guerre, ce qui représente presque la totalité de la population gitane de l'Europe de l'Ouest. Dans les camps de concentration, les prisonniers devaient porter des symboles signalant leur statut au sein de la hiérarchie des captifs et dépendant de la race, de la religion ou d'autres critères. Les gitans étaient marqués d'un triangle noir et avaient le rang le plus bas dans les camps. Les Juifs portaient une étoile comme identifiant. Les populations ciblées en fonction de leurs opinions politiques, dont les communistes, littéralement haïs par Hitler, étaient identifiées par un triangle rouge. L'expérience d'Hitler de la Première Guerre mondiale avait forgé son opinion face aux différents groupes qui eurent ensuite à pâtir de son pouvoir. Dans l'esprit d'Hitler, la Première Guerre mondiale n'avait pas été perdue par l'incapacité des Allemands à combattre,
mais par le sabotage intentionnel de l'effort de guerre par les Juifs, les socialistes et les bolcheviks. En 1917, la révolution éclate au cœur de l'Empire russe, alors que la Première Guerre mondiale fait encore rage. Le leader communiste, Vladimir Lénine, occupe le devant de la scène, prônant l'égalité et la fraternité universelle. Lorsque le tsar fut renversé, le pays se déchira dans une guerre civile qui sema la mort et la souffrance pour des millions de Russes. Il y eut une peur panique en Allemagne que la révolution bolchevique s'étende. Au début de 1919, il était évident que l'idéologie communiste s'était déjà implantée en Allemagne, puisque 2 tentatives de révolution communiste eurent lieu à Berlin et à Munich. Toutes 2 furent brutalement écrasées, principalement par les corps francs, un groupe paramilitaire d'anciens combattants anticommunistes. Un grand nombre de ces hommes allaient devenir d'importantes figures du parti nazi. Une des raisons de l'émergence de ce parti s'expliquait par le combat contre le communisme. Dans Mein Kampf, Hitler ne cachait pas sa haine de l'Union soviétique. Il considérait les soviétiques comme des sous-hommes dominés par les juifs. Il voyait une guerre contre cette nation comme une partie inévitable de son plan. À l'inverse des nazis, les communistes prônaient la fraternité universelle et l'égalité. Pour Hitler, leur destruction était indispensable afin d'asseoir sa domination mondiale. Ce fut donc une immense surprise d'apprendre à la fin du mois d'août 1939 que les nazis et les soviétiques avaient signé un pacte de non-agression d'une durée de 10 ans, appelé accord Molotov-Ribbentrop, d'après les noms des ministres des Affaires étrangères des 2 nations. L'accord empêchait toute guerre entre les 2 pays et assurait la neutralité de l'autre en cas d'agression par un tiers. Chaque signataire promettait de ne rejoindre aucune coalition directement ou indirectement dirigée contre l'autre parti. Lorsque la presse soviétique révéla les termes du pacte, ce fut un immense choc pour le monde entier. Ce n'était en réalité qu'une ruse d'Hitler, et il ne fallut pas attendre bien longtemps pour qu'il s'en prenne à son adversaire idéologique. Vers la mi-août, Hitler avait déjà commencé à discuter avec ses responsables militaires du projet destiné à vaincre la menace bolchevique. Il allait rapidement mettre la pression sur les pays autour de l'Europe de l'Est pour qu'ils rejoignent les forces de l'Axe. L'objectif était d'augmenter les ressources du Troisième Reich et de se préparer pour une guerre totale vers l'Est. Dans le même temps, en octobre 1940, il s'attacha à consolider les relations avec les autres nations de l'Europe de l'Ouest. Les Britanniques continuant à combattre et refusant de se plier au joug nazi, le projet d'Hitler fut alors de créer un bloc continental isolant l'île du reste de l'Europe. Le dictateur italien Benito Mussolini avait rejoint l'Axe en signant le pacte tripartite avec l'Allemagne et le Japon en septembre 1940. Il collaborait avec Hitler depuis longtemps. Les Anglais possédaient d'importants territoires au nord et à l'est de l'Afrique, et tandis que la bataille d'Angleterre faisait rage, Mussolini, encouragé par Hitler, déploya ses troupes au Soudan, au Kenya, en Somalie britannique et vers le protectorat anglais et égyptien au nord. Le canal de Suez était un objectif prioritaire pour l'Axe, car c'était une voie d'accès aux champs de pétrole du Moyen-Orient. S'en emparer signifiait augmenter considérablement les approvisionnements pour l'Axe et, encore plus important, couper les approvisionnements en carburant des Alliés. De plus, Suez était stratégique pour la domination en mer Méditerranée, une zone dans laquelle les Alliés étaient fortement présents. Le 9 septembre 1940, la 10e armée italienne lança son offensive en Égypte et parvint à repousser les Anglais jusqu'au village de Sidi Barrani, à l'est de la frontière libyenne. Là, le commandant italien, le maréchal Rodolfo Graziani, établit plusieurs camps fortifiés et s'y installa à juste 15 km des défenses britanniques de Mersa Matruh. Lorsque Mussolini pressa Graziani de continuer d'avancer, il refusa,
exigeant d'être réapprovisionnés. Les Italiens restèrent là jusqu'en décembre 1940. Suez restait entre les mains britanniques. Il y avait un autre point stratégique en Méditerranée qu'Hitler cherchait à ravir aux Alliés. Gibraltar, à l'entrée de la Méditerranée, entre l'Espagne et l'Afrique du Nord. Avant de lancer ses troupes contre la colonie britannique, Hitler était conscient qu'il lui fallait pour ce faire le soutien du dictateur espagnol Francisco Franco, afin que les Allemands puissent opérer depuis la côte espagnole. Rempli d'espoir, le Führer se rendit à Hendaye, à la frontière française, pour discuter de cette affaire avec le leader nationaliste le 23 octobre 1940. Pendant la guerre civile espagnole qui avait commencé en 1936, l'Italie comme l'Allemagne avait fourni de l'aide à Franco, envoyant des avions bombarder les villes républicaines. La Légion Condor et l'aviation italienne avaient attaqué Barcelone et Guernica au Pays Basque. Mais bien que Franco ait accepté cette aide des nazis dans le passé, il n'était nullement partisan d'inviter les Allemands à camper sur le pas de sa porte. Lorsqu'il rencontra Hitler, il lui fournit une longue liste de conditions en échange de sa participation, y compris ses revendications sur le territoire de Gibraltar, des morceaux du Portugal et des colonies françaises en Afrique du Nord, alors sous administration de Vichy. Hitler espérait alors consolider ses relations avec l'État français et n'avait d'autre choix que de refuser les revendications du leader espagnol. La neutralité relative de l'Espagne lors de cette guerre n'en fut pas modifiée, car l'Espagne continua à apporter son aide aux forces de l'Axe. Les Espagnols les aidèrent en construisant des postes d'observation autour de Gibraltar pour les espions allemands. Ils autorisèrent les U-boats à se réapprovisionner dans leurs ports et aux bombardiers italiens à refaire les pleins sur leurs aérodromes. Les membres de l'ambassade espagnole à Londres collectaient des informations pour Berlin. Hitler connut un plus grand succès avec le chef de l'État français, le maréchal Philippe Pétain, qu'il rencontra le 24 octobre, le lendemain de sa rencontre avec Franco. Pétain avait été un chef militaire important de la Grande Guerre. Après son impressionnante victoire à Verdun, il était devenu un héros national et fait maréchal de France. Pétain jouissait d'une très grande considération chez les hommes politiques français et étrangers. Les Allemands marchaient sur Paris. Le Premier ministre Paul Reynaud, qui avait refusé de se rendre aux Allemands, fut forcé de nommer le maréchal Pétain chef d'État. C'est donc Pétain qui signa l'armistice avec les Allemands le 22 juin 1940, offrant aux nazis le contrôle du nord et de l'ouest du pays, ainsi que toute la côte atlantique. Une nouvelle capitale administrative fut installée dans la ville thermale de Vichy, et pendant que Pétain tentait de gagner les faveurs des nazis par sa collaboration, le pays souffrait. Pétain rendait responsable la démocratie libérale de la défaite. Il installa un régime plus autoritaire, changeant la devise de la République française « Liberté, égalité, fraternité » en « Travail, famille, patrie ». Il décida également de nombreuses mesures radicales, parmi lesquelles les lois antisémites. 6 jours après la rencontre secrète avec Adolf Hitler, le 30 octobre 1940, les Français réalisaient que leur nouveau chef les avait trahis lorsqu'ils l'entendirent déclarer à la radio « Nous entrons aujourd'hui dans la voie de la collaboration ». Il était évident qu'une alliance avec l'Allemagne nazie avait été conclue. Hitler étant maintenant assuré de l'allégeance de Vichy, il était temps de s'intéresser à un autre de ses alliés, l'URSS en l'occurrence, et de ses prochaines opérations à l'Est.
En préparant l'invasion de l'Union soviétique, le dictateur allemand avait manœuvré afin de sécuriser les Balkans, c'est-à-dire les territoires au sud de la frontière soviétique, escomptant pouvoir y installer une zone d'attente pour ses troupes. Le 12 octobre, les soldats allemands entrèrent en Roumanie pour s'emparer des champs pétrolifères de Ploiești, une source indispensable de carburant pour la machine de guerre allemande. C'était un pas de trop pour Mussolini, son partenaire, qui estimait que la Roumanie relevait de sa sphère d'influence. Le leader fasciste était hors de lui lorsqu'il reçut la nouvelle. Il se sentit encore plus sur la touche lorsqu'il eut vent des discussions avec Vichy fin octobre. Furieux que l'Italie n'ait pas été consultée sur ses opérations militaires, il annonça « Hitler m'a placé devant le fait accompli. Cette fois, je vais lui rendre la monnaie de sa pièce. Il va découvrir dans les journaux que j'ai envahi la Grèce. » Désireux de prouver qu'il était capable de créer un nouvel empire à l'échelle du Troisième Reich, Mussolini avait décidé qu'il était temps de frapper. Sans consulter Hitler, à l'aube du 28 octobre, le leader italien envoya ses ambassadeurs à Athènes avec un ultimatum: autoriser le passage des troupes italiennes en Grèce ou faire face à la guerre. Les Grecs avaient de bonnes relations avec les Anglais. Leur roi George II était anglophile et entretenait des liens étroits avec ceux-ci. Il ne surprit donc pas les Italiens par sa réponse à l'ultimatum de Mussolini. Alors, c'est la guerre. Le lendemain, les Italiens franchissaient la frontière albanaise, assurés par le commandement que la guerre italo-grecque ne durerait pas plus de 2 semaines. Mais les Grecs n'allaient pas se laisser faire, et l'Italie allait devoir rapidement reculer. Cependant, le conflit se prolongeait dans la péninsule. Hitler espérait s'assurer que les Balkans resteraient une zone calme avant de pouvoir attaquer l'Union soviétique. Les Américains gardaient un œil sur les affaires européennes et sur tous les événements qui se déroulaient de l'autre côté de l'Atlantique. 1940 était une année électorale aux USA et le président Roosevelt tentait d'une main de minimiser la possibilité d'entrer en guerre tout en aidant les alliés de l'autre. Pendant l'entre-deux-guerres, les Américains étaient hésitants à s'impliquer dans une nouvelle guerre lointaine. Ils avaient perdu de nombreux hommes pendant le premier conflit mondial. Les nazis continuant à bombarder la Grande-Bretagne, Winston Churchill envoya une délégation afin de réclamer de l'aide. Roosevelt accepta d'aider ceux qui combattaient les forces de l'Axe. Le 3 septembre 1940, le Congrès accepta d'amender le Neutrality Act pour autoriser la vente d'armes aux Anglais. 55 destroyers hors d'âge furent envoyés en Grande-Bretagne en échange de bases en Atlantique et aux Caraïbes, ce qui constituait un premier pas des USA vers la guerre. Un autre pas fut effectué le 14 septembre lorsque le Congrès vota l'acte de sélection, d'entraînement et de service qui exigeait que les jeunes hommes s'inscrivent auprès de centres locaux. C'était la première conscription en temps de paix aux États-Unis. Le 16 octobre, le secrétaire d'État à la guerre Henry Stimson signait le décret sous le regard de toute une nation. La conscription commençait. The first number drawn by the Secretary of War is serial number 158. Des milliers d'hommes étaient désormais appelés à effectuer un service militaire. Ces jeunes conscrits furent engagés dans des manœuvres de bataille simulées qui montrèrent que les armées des États-Unis n'étaient pas encore prêtes à faire face à une guerre à grande échelle.
Roosevelt était dans une passe délicate en raison de l'élection présidentielle prévue à la fin de cette année-là. Bien sûr, il y avait ceux qui réclamaient l'intervention des États-Unis dans la guerre, mais plus nombreux encore étaient ceux qui prônaient l'isolationnisme. Si le président voulait convaincre l'opinion publique, il devrait adopter une voie qui satisfasse les deux partis. Roosevelt n'était pas très désireux d'effectuer un troisième mandat. Il en avait déjà effectué 2, combattant la Grande Dépression des années 30, et aspirait surtout à la retraite. Mais la guerre pointant à l'horizon, sa conscience ne pouvait le laisser quitter la politique. De plus, il était évident que les Américains n'étaient pas du tout désireux d'un changement de présidence à ce moment-là. Dans les toutes dernières semaines précédant l'élection, Roosevelt était au cœur d'une bataille contre le candidat du Parti républicain, Wendell Willkie. Willkie était un juriste et un ancien démocrate qui n'avait jamais postulé à aucun poste public jusque-là. Cependant, il était prêt à combattre pour gagner sa place à la Maison-Blanche. Sa principale critique visait la tentative de Roosevelt de passer outre la tradition des 2 mandats établie par George Washington. Il déclara « Si un homme est indispensable, alors aucun de nous n'est vraiment libre ». Cette phrase ne parvint pas à retenir l'attention du public alors que le soutien des républicains diminuait. Il critiqua les intentions interventionnistes de Roosevelt. Willkie déclara que Roosevelt avait secrètement prévu d'engager les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne en Europe et décréta qu'aucun homme n'a le droit d'employer les grands pouvoirs de la présidence pour conduire le peuple à la guerre. His promise to keep our boys out of foreign wars is no better than his promise to balance the budget. They're already almost on the transport. Les accusations pleuvaient et le Parti républicain reprenait des couleurs. Roosevelt se défendit admirablement et démontra que ses intentions étaient de tout faire pour maintenir les États-Unis en dehors du conflit. Dans les États du Nord-Est, il répéta quotidiennement ce message. « Je me bats pour garder notre peuple en dehors des guerres à l'étranger, et je resterai en dehors des combats. » Il déclara encore « Je l'ai déjà dit avant, mais je dois le redire encore et encore, nos gars ne seront envoyés dans aucune guerre étrangère. » Roosevelt ne craignait pas que le public le laisse tomber. Il gagna avec 27 millions de voix contre 22 pour Willkie. Il était clair qu'il avait séduit les Américains une fois de plus. Le 5 novembre 1940, Franklin Delano Roosevelt était élu président pour un 3e mandat. Comment allait-il pouvoir garder son pays en dehors du conflit comme promis? Cela restait à voir. La nouvelle que Roosevelt restait à la Maison-Blanche pour un 3e mandat fut accueillie avec soulagement par le Premier ministre Winston Churchill, qui craignait que, sans le soutien des Américains, la guerre contre l'Axe soit difficile, si ce n'est impossible à gagner. Les bombes continuaient à pleuvoir sur l'Angleterre. Mais le Blitz n'était pas la seule cause de soucis pour Churchill. La bataille de l'Atlantique, qui avait commencé quand les Anglais avaient déclaré la guerre à l'Allemagne en septembre 1939, commençait à peser sur la marine marchande britannique. La Grande-Bretagne est une île-nation avec un empire outre-mer. Sa survie et sa capacité à combattre dépendaient fortement des approvisionnements venant par l'Atlantique, mais les vivres commençaient à s'épuiser car de plus en plus de navires disparaissaient en mer. Les produits courants étaient souvent absents des rayons. Dès janvier 1940, on instaura le rationnement alimentaire afin que chacun puisse obtenir sa part des produits disponibles. Le bacon, le beurre et le sucre furent les premiers à être limités. Mais il ne fallut pas attendre bien longtemps pour que d'autres produits, comme le thé ou la viande, s'ajoutent à la liste. Il devint alors courant de voir d'interminables queues devant les magasins et des clients brandissant leur carnet de rationnement.
La nourriture n'était pas la seule denrée à être rationnée. La majeure partie du pétrole était en effet consacrée à l'effort de guerre. Les réserves de pétrole étant faibles, tout le monde était incité à utiliser les transports publics plutôt que sa voiture. Le spectacle de véhicules hippomobiles dans les rues redevint courant. D'autres préférèrent utiliser une méthode plus moderne. Des gazogènes furent montés sur de nombreuses voitures. La défaite de la France en juin 1940 a amplifié le problème du ravitaillement des îles britanniques. La France étant sous le joug de l'occupant, les U-boats allemands bénéficiaient d'un accès direct à l'Atlantique à partir des ports de Brest ou de La Rochelle, ce qui les plaçait bien plus près des routes des convois et augmentait leur temps de patrouille et leur rayon d'action. Mais il y avait bien pire encore. La France avait la 4e plus importante flotte du monde. Pétain collaborant maintenant avec l'Allemagne, les Alliés ne pouvaient plus disposer de cette force navale de qualité. Les batailles du printemps et de l'été 1940 avaient aussi prélevé leur tribut sur la marine anglaise. 6 destroyers perdus à Dunkerque, 10 de plus coulés dans la Manche et en mer du Nord entre mai et juillet. La campagne de Norvège, enfin, en coûta encore 6. Les combats en Norvège s'étaient terminés juste 2 semaines avant la chute de la France, le 10 juin 1940, et avaient libéré les sous-marins qui avaient été engagés dans les eaux scandinaves. À partir de ce moment, les patrouilles de U-boats envahirent l'Atlantique depuis le nord. Et comme il n'y avait qu'une poignée de navires de guerre alliés pour protéger les convois, cette période, de juin à octobre 1940, fut baptisée les Jours heureux par la marine allemande. Utilisant des tactiques de chasse en meute et lançant des opérations depuis les bases françaises, ils coulèrent plus de 270 navires alliés pendant cette période. Les équipages de U-boats devinrent des héros en Allemagne et les capitaines les plus efficaces de véritables célébrités. Parmi ceux-ci, Günther Prien, qui avait coulé le Royal Oak à Scapa Flow en 1939 et 30 autres navires pendant la guerre. Le commandant Otto Kretschmer, considéré comme le plus efficace des as des profondeurs, et Joachim Schepke furent fêtés pour leur fidélité à la cause nazie. Les convois continuaient cependant à traverser l'Atlantique pour ravitailler l'Angleterre. La Méditerranée, qui restait au cœur des préoccupations de la puissance maritime anglaise, était sous la pression des forces de l'Axe. Les troupes de Mussolini étant aux portes de l'Égypte, il devenait vital de ravitailler les troupes défendant le territoire allié. Si les Italiens étaient correctement soutenus depuis leur métropole, les approvisionnements britanniques, en revanche, devaient traverser toute la Méditerranée depuis Gibraltar. Clairement, cet état de fait plaçait la marine italienne en position de force pour couper le ravitaillement des troupes alliées. Le commandement britannique était donc très désireux de régler ce problème. Déjà, dès 1935, lorsque Mussolini avait montré son envie de créer un nouvel empire romain et que ses troupes avaient pénétré en Abyssinie, les stratèges britanniques avaient commencé à évaluer la possibilité de mener une attaque contre la base navale italienne de Tarente. Plus tard, pendant la crise de Munich en 1938, lorsqu'Hitler menaçait de s'emparer de la Tchécoslovaquie
et que le monde retenait son souffle à propos d'une guerre qui pouvait éclater d'un moment à l'autre, les préparatifs d'une attaque contre la marine italienne avaient été lancés. L'amiral Sir Dudley Pound, alors commandeur de la flotte méditerranéenne de la Royal Navy, était particulièrement inquiet à propos de la présence navale italienne. Il planifiait une attaque aérienne qui serait plus tard connue comme opération Jugement. Bien que la décision d'une attaque ait été repoussée lorsque Neville Chamberlain, alors Premier ministre, avait apparemment évité la guerre avec l'Allemagne, les préparatifs d'une attaque de Tarente suivaient leur cours. À l'automne 1940, lorsque le général Graziani fit stopper ses troupes à Sidi Barrani et que les navires anglais furent libres d'agir, les Alliés profitèrent de l'opportunité pour frapper. Le 11 novembre, des vols de reconnaissance de la RAF confirmèrent que la flotte italienne était au port. Ils ramenèrent des photographies des positions des navires destinés aux officiers de renseignement affectés sur le porte-avions HMS Illustrious. Vers 21h, la première vague de 12 Swordfish décollait depuis le pont de l'Illustrious et une seconde vague suivit 1h30 plus tard. Emportant une charge mixte de torpilles et de bombes, les avions se succédèrent et mirent hors de combat la moitié des navires de guerre italiens en une seule nuit. Il y eut aussi d'importants dégâts dans les docks et les installations portuaires. Le lendemain, tout en pansant ses blessures, la marine italienne décida de mettre à l'abri les navires restants dans le port de Naples. La Royal Navy avait repris en partie le contrôle de la Méditerranée. C'était la première attaque navale menée uniquement par des avions. Elle marquait le début de la fin pour les cuirassés et l'avènement de la puissance aéronavale. La Seconde Guerre mondiale allait encore être l'occasion de terribles batailles navales. L'aviation embarquée prit rapidement de plus en plus d'importance. L'attaque contre Tarente fut un événement important pour une autre raison. Elle avait prouvé que les attaques par torpilles aéroportées n'exigeaient pas d'eau profonde, contrairement à ce qu'on pensait jusque-là. Très très loin à l'est, l'autre partenaire des nazis au sein de l'Axe, l'Empire du Japon, avait suivi les événements dramatiques de Tarente avec un très grand intérêt. Le Japon, comme l'Angleterre, dépendait des approvisionnements maritimes. Or, l'Occident, en particulier l'Amérique, condamnait la guerre menée en Chine. Les Japonais craignaient des interférences dans leurs plans pour bâtir leur propre empire. L'amiral japonais Yamamoto fut particulièrement impressionné par cette attaque et conclut que s'il n'y avait d'autres options que d'affronter les États-Unis, il devrait briser la flotte américaine avant qu'elle ne puisse appareiller. L'attaque de Tarente était le signe avant-coureur de l'attaque qui serait menée en décembre 1941 par le Japon contre Pearl Harbor. En Angleterre, le succès de Tarente mit du baume au cœur d'une population terrorisée par les bombardements de la Luftwaffe. Le Blitz, qui avait commencé en septembre 1940, continuait sans faiblir. Et la vie était loin d'être facile pour ceux qui continuaient à se battre sur le front métropolitain. L'homme le plus déterminé à employer les attaques aériennes pour saper le moral des Anglais était le Feldmarschall Hermann Göring, le second d'Hitler et l'officier de plus haut rang en Allemagne. Vétéran de la Première Guerre mondiale et l'un des tout premiers membres du parti nazi, Göring avait lié une amitié solide avec Hitler. Il fut nommé commandant de la Luftwaffe en 1935. La Luftwaffe était l'une des aviations les plus puissantes, dotée des appareils les plus modernes. Au déclenchement des hostilités, convaincu de sa supériorité, le maréchal annonça fièrement « Si jamais un bombardier ennemi parvient à atteindre la Ruhr, je ne m'appelle plus Hermann Göring ».
Cependant, à l'automne 40, la Luftwaffe dut reconnaître qu'elle avait perdu la bataille d'Angleterre. Göring était donc désireux de conserver tout son prestige et de prouver que la Luftwaffe était une force avec laquelle il fallait compter. Il commença alors une terrifiante offensive de bombardement. La première phase du Blitz, de septembre à octobre 1940, se focalisa sur la capitale anglaise. Londres subit jour et nuit des bombardements massifs. Mais en novembre 1940, le Blitz prit un nouveau tour. Un raid en particulier traduit la volonté d'une revanche personnelle. Si la Luftwaffe visait l'Angleterre, la RAF avait elle aussi commencé à prendre sa part de destruction en attaquant les villes allemandes. Le 8 novembre, elle fit un pas de trop selon les critères d'Adolf Hitler. Le Führer assistait alors à Munich aux cérémonies de commémoration de son coup d'État de 1923, lorsque le rassemblement fut soudain interrompu par un bombardement de la RAF. Hitler était hors de lui. Déterminé à ce qu'une attaque contre la capitale du mouvement nazi ne reste pas impunie, il ordonna à Göring de lancer l'opération Sonate au clair de lune. Dans la nuit du 14 novembre, près de 500 bombardiers allemands se ruèrent sur la ville de Coventry, dans le cœur industriel de la Grande-Bretagne. Avant même que ses habitants ne soient avertis du terrible sort qui les attendait, des milliers de bombes incendiaires tombaient dans les rues. Vague après vague, les avions larguaient leurs charges mortelles sur la ville et se relayaient jusqu'à ce que celle-ci soit totalement en proie aux flammes. En 10 heures, du soir jusqu'à l'aube, environ 150 000 bombes incendiaires et 500 tonnes de bombes explosives avaient été larguées. Au matin, la ville était dévastée. Les transports, les approvisionnements en gaz et en eau avaient été détruits, ainsi que plus de 60 000 bâtiments. À la différence de nombreuses villes britanniques, la ville comptait de nombreuses merveilles médiévales. Elles avaient traversé les siècles, mais leur histoire prit fin cette nuit-là. Il n'y avait pratiquement aucun bâtiment intact dans le magnifique centre-ville. Même la cathédrale Saint-Michel, datant du XVe siècle, avait été détruite. Un manteau de fumée et de bruine stagnait sur la ville. Le lendemain, les habitants erraient hébétés au cœur des ruines, tout ce qu'il restait de leur ville. Le pays se réveilla juste pour entendre ces terribles nouvelles. Quelques heures après en avoir reçu le feu vert de la part du British Home Secretary, Herbert Morrison, ministre de l'Intérieur, arriva rapidement, suivi par le roi George VI, qui effectua une visite impromptue pour redonner le moral aux citoyens meurtris par ce drame.
Les premiers rapports indiquaient que plus de 1000 personnes étaient mortes et 400 autres si gravement brûlées qu'elles ne pouvaient pas être identifiées. Des centaines de femmes et d'enfants étaient parmi les victimes. De plus en plus de corps étaient sortis des ruines. Le 20 novembre, les premières obsèques collectives eurent lieu, suivies par d'autres une semaine plus tard. Tandis que le peuple anglais pleurait ses disparus, une lueur d'espoir s'allumait à l'horizon. À la suite de l'avancée italienne en Afrique du Nord, le général Archibald Wavell, le commandant des opérations pour le Moyen-Orient, avait donné ses ordres pour une contre-attaque britannique. La période de relative inactivité dans la région touchait à sa fin. Le 7 décembre 1940, le commandant de la Western Desert Force, le lieutenant-général Richard O'Connor, reçut l'ordre de commencer l'opération Compass et d'attaquer les Italiens basés à Sidi Barrani. L'une des faiblesses des défenses italiennes autour du village était la répartition des forces dans plusieurs camps fortifiés, trop espacés dans le désert. Ainsi, le 8 décembre, les troupes britanniques purent passer à travers les lignes italiennes sans se faire remarquer et attaquer ces camps à revers, les uns après les autres. Le 10 décembre, les forces alliées étaient en position de bloquer les sorties sud et sud-ouest de Sidi Barrani. Après avoir lancé une attaque contre les troupes de l'Axe, au soir du 11, toute résistance cessa. Les Italiens se rendaient. À partir de là, les troupes d'O'Connor avancèrent pour prendre Solum, Al-Faya et Fort Capuzzo en Libye. Et le 15 décembre, toutes les forces italiennes avaient été repoussées hors d'Égypte ou faites prisonnières. Ce fut une période sombre pour Mussolini, mais pas la seule. La bataille de Grèce ne se déroulait guère mieux. Non seulement les Italiens avaient été repoussés du territoire grec, mais à mi-décembre, un quart de l'Albanie, alors occupée par l'Italie, était passé sous le contrôle de la Grèce. Hitler avait peu de temps à consacrer aux tentatives désastreuses de Mussolini pour étendre son empire. Il se trouvait trop occupé à préparer son offensive vers l'Est et à renforcer son contrôle des Balkans. Le régent de Hongrie, Miklós Horthy, avait entamé des négociations avec Hitler dès 1938. Les communistes menaçant les frontières de son pays, il estimait que les nazis étaient des deux maux le moindre. Le 20 novembre, Horthy signa son alliance avec l'Axe et le pacte tripartite. 3 jours plus tard, le 23 novembre, la Roumanie fit de même, ainsi que la Slovaquie. Ainsi, avec ces 3 nations, Hitler faisait de cette zone nord-balkanique une solide base d'attaque pour ses futurs projets à la frontière sud de l'Union soviétique. C'est à ce moment-là que le plan pour envahir la Russie, nom de code Barbarossa, fut prévu pour le 15 mai 1941. Hitler avançait inexorablement vers une confrontation avec son ennemi juré, l'Union soviétique. Le 29 décembre, le président Roosevelt se livra à une nouvelle discussion au coin du feu pour les auditeurs américains. Ces propos marquaient un déclin irréversible de la politique isolationniste des États-Unis. Il devenait de plus en plus évident qu'une intervention américaine était à prévoir. De nouvelles nations ayant rejoint les forces de l'Axe,
Roosevelt avertit les Américains des risques posés par le pacte tripartite, une alliance maudite de puissance pour dominer et réduire en esclavage la race humaine. Il exposa la menace que les Japonais faisaient peser sur le Pacifique, ainsi que les horreurs causées par le nazisme et Hitler. Il rappela enfin à ses concitoyens que les Britanniques et leurs alliés combattaient de l'autre côté de l'Atlantique et qu'ils avaient vraiment besoin d'aide. Nous devons être l'arsenal de la démocratie. Pour nous, c'est une urgence aussi sérieuse que la guerre elle-même, déclara-t-il. Pendant que Roosevelt parlait, les bombes pleuvaient toujours sur la capitale britannique. Ce fut le raid le plus dévastateur qu'elle ait subi. 4 jours seulement après Noël, l'Allemagne reprenait son bombardement avec encore plus d'acharnement, provoquant une immense tempête de feu qui allait être appelée le 2e grand incendie de Londres. Près de 1500 incendies se déclarèrent, de Islington au nord jusqu'à Saint-Paul, la cathédrale elle-même n'étant sauvée que par le courage des pompiers volontaires. Conséquence de toutes ces destructions, l'eau dans les canalisations s'épuisait et les pompiers durent aller au-delà des bords boueux de la Tamise pour remplir leurs réservoirs. Les Allemands avaient sciemment choisi pour frapper cette nuit où la rivière était à son plus bas débit, ce qui compliquait gravement la tâche des pompiers. Les sirènes hurlèrent aux alentours de minuit. Mais la bataille ne faisait que commencer pour les pompiers londoniens. Ils allaient combattre le feu pendant les 15 heures suivantes afin de circonscrire les flammes dans toute la ville. La capitale de la Grande-Bretagne était plongée dans le chaos. Aucun doute ne subsistait, la bataille contre l'Axe était loin d'être terminée. La nouvelle année promettait d'importants changements. Les combats allaient continuer en Angleterre, en Afrique et ailleurs. Les événements de 1941 allaient cependant apporter de nouveaux espoirs à ceux qui combattaient Adolf Hitler.